Mardi fin février, recevez nos civilités, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, vous allez passer en notre compagnie un agréable moment à travers l'émission ENS Tic Show. Pour le compte du 20 février de ce jour, nous allons aborder 3 sujets de grandes envergures. Primo, nous allons démarrer notre émission en énumérant les différentes raisons du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, Alliance des États du Sahel. Secondo, nous parlerons de la célébration de la fête de la Saint-Valentin au Bénin par les jeunes. Tertio, nous parlerons de la cohabitation religieuse des couples avant de présenter les différents objectifs boycottés des luttes syndicales sur l'UAC. En fin de cette émission, nous allons faire le bilan de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est achevée le 11 février passé. Eh bien, nous voilà donc à la partie la plus importante de notre émission. Je suis sur ce plateau en compagnie de Melchisedek Mtogan. Il nous présentera les différentes raisons ayant poussé les pays de l'AES à se retirer de la CEDEAO. Bonsoir Melchisedek. Bonsoir Esther. Nous vous écoutons. Alors, dirigé par des militaires arrivés au pouvoir après des coups d'État, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, ont annoncé le 28 janvier 2024 leur retrait de la CEDEAO. Cette décision est due aux relations conflictuelles tendues entre ces 3 pays et l'organisation internationale après l'avènement des coups d'État. Quelles sont donc les réelles raisons ayant poussé ces 3 pays à se retirer de la CEDEAO? Tout d'abord, quand on parle de la CEDEAO, le but de la CEDEAO est de favoriser l'intégration économique, le maintien et la stabilité de la paix au sein de ces pays membres. Cela étant, elle a lourdement sanctionné le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui ont connu des coups d'État récemment. Maintenant, en réponse à ce refus ferme de l'organisation internationale d'adhérer à leur cause, ces 3 pays ont décidé de se retirer parce qu'ils jugeaient l'institution sous l'influence de puissances étrangères. Ainsi, ils ont affirmé à travers un communiqué commun qu'ils ont envoyé à la CEDEAO. Leur s'énonce le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdou Rahman Tiani, respectivement chef d'État de la République du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils estiment que la CEDEAO ne répond plus plutôt aux attentes de ses pères fondateurs. Ainsi, ils affirment toujours, via le même communiqué, qu'après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pairs et du panafricanisme. Ils accusent également l'organisation d'être sous l'influence des puissances étrangères, notamment la France, et affirment que ces puissances, la CEDEAO plutôt représente, au lieu de représenter un espoir ou bien une garde de sécurité pour ces pays membres, représente au contraire une menace pour ces pays-là. Du coup, ils ont décidé de se retirer. Toujours via le même communiqué, ils ont toujours affirmé que au lieu que la CEDEAO leur apporte un soutien pour lutter contre le terrorisme ou bien les problèmes économiques et autres, la CEDEAO ne leur a fourni aucune aide, que ce soit humaine ou logistique. La CEDEAO ne leur a fourni aucune aide. Cela étant, ces 3 pays ont décidé communément de se retirer pour prendre leur destin en main. Maintenant, le problème qui se pose est de savoir si déjà ces 3 pays, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sont tous des pays de l'Afrique de l'Ouest et ont quitté la CEDEAO, qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. S'ils ont quitté cette CEDEAO-là et sont allés créer l'Alliance des États du Sahel, quel type de relation est-ce qu'ils auront à entretenir avec les autres pays membres de la CEDEAO ou bien les autres pays de l'Afrique de l'Ouest?
Merci à vous, Melchisedec. Au Bénin, nous observons une déviance dans la célébration de la Saint-Valentin au niveau des jeunes. Cette fête est désignée communément en griffe comme la fête de l'amour. Belvi Tofa est sur ce plateau pour nous en dire plus. Alors, bonsoir Belvi. Bonsoir Esther. Dites-nous, comment est-ce que les jeunes interprètent-ils la fête de la Saint-Valentin? Comment ils perçoivent la prétendue fête de Saint-Valentin? Dites-nous. Dédié aux amoureux, le 14 février de chaque année suscite un véritable engouement dans le rang de la jeunesse béninoise. En effet, la Saint-Valentin n'a depuis quelques années plus rien d'une fête de l'amour, alors qu'elle devrait être le moment plus que jamais de repenser aux objectifs de couple, de redéfinir de bases saines quant à la relation, de retémoigner l'amour que l'un a pour l'autre. Elle s'est carrément assimilée à une foi du 16, ou mieux, le jour de prédilection pour assouvir les passions sexuelles. Pétales de rose, lubrifiant, tel est désormais le chant lexical du 14 février au Bénin. Et cela s'inscrit progressivement dans les habitudes au point de devenir une norme pour la jeunesse béninoise. Parlez-nous plus précisément des cas de déviance occasionnés par la Saint-Valentin au Bénin. À chaque fête de la Saint-Valentin, des voix s'élèvent pour crier non pas à l'amour, mais au rapport sexuel. Et ces cris généralement prononcés en chœur se trouvent calmés. En ont témoigné les nombreuses déviances que l'on a pu observer ce 14 février. Les clubs de nuit de Cotonou, presque tous pleins de jeunes gens, auberges saturées par des clients, manifestement dévoués dans presque toutes les grandes villes, putes de nudes ou de sextapes à n'en point finir. Du Caribe, ils sont passés tout à l'heure tout dris, aussi là puisque nombre de partenaires finiront rien que le lendemain séparés. D'autres ont plutôt resté en justice pour extorsion, chantage, etc. Jetés à dessein, les nombreux cas de grossesse non désirée et des maladies sexuellement transmissibles. En résumé, l'ancrage des débauches, promotion sexuelle, fantasmes, voilà à quoi rime la fête de la Saint-Valentin, une fête aux origines douteuses et multiprovenances. Il s'agit de faits graves qui devraient retenir la conscience générale et il urge que la jeunesse béninoise comprenne que la fête de la Saint-Valentin doit rester principalement une fête de l'amour et accessoirement de l'intimité sexuelle et non l'inverse en degré supérieur. Si vous venez de nous rejoindre, il s'agit de ENS Tic Show. Nous venons de parler amour avec Belvi Tofa. Dans notre société, un brassage religieux s'observe au sein des couples. Dès lors, une question majeure suscite l'intérêt de tous. Comment arrivent-ils donc à s'entendre malgré leurs différences religieuses? Rebecca Kafoui-Kansou nous en parlera plus. Rebecca, bonsoir. Bonsoir Esther. Couple interreligieux, les scénarios possibles, nous sommes donc suspendus à vos lèvres. Avant tout propos, il faut clarifier ce qu'on entend par couple interreligieux. Il faut simplement comprendre par mariage interreligieux ou mariage mixte l'union entre deux personnes de différentes confessions religieuses. Je prends l'exemple d'un musulman qui se marie avec une catholique. Et c'est une union qui représente le lien entre deux individus et la fusion de deux différentes traditions et croyances. Et à l'instar du mariage civil, celui religieux n'est pas à prendre à la légère puisque cela est censé guider la spiritualité en plus de la vie conjugale. Il peut être donc délicat d'annoncer à son entourage et particulièrement à ses parents qu'on veut s'unir avec quelqu'un qui est carrément d'une autre religion que soi, ce qui entraîne des disputes et la communication devient la porte de sortie de ces couples-là. Il est primordial de discuter aussi de leur amour au-delà de la religion, savoir à qui cela peut causer plus de peine de quitter sa religion. Et une fois ces problèmes, ces différentes difficultés résolues, l'arrivée d'un enfant peut aussi entraîner d'autres discussions. Rebecca, dites-nous, comment arrive-t-il à s'entendre sur l'éducation des enfants? D'après quelques spécialistes, il faut que le couple, l'homme et la femme s'entendent sur des principes universels. Savoir dans quelle religion éduquer l'enfant, en dehors du fait de décider d'élever l'enfant dans
dans une des religions du couple, certains couples religieux laissent le choix libre à l'enfant pour qu'il puisse choisir entre la religion de son papa ou celle de sa maman, ce qui peut causer un conflit de loyauté puisque l'enfant peut mal vivre cela. Il y en a qui élèvent carrément l'enfant dans une double culture, ce qui n'est pas aussi mal. En prenant en compte les éléments familiaux, ils élèvent l'enfant en prenant en compte les éléments familiaux des deux religions, les éléments culturels et historiques. La belle famille va vouloir nécessairement intervenir, n'est-ce pas? Bien sûr, du côté de la belle famille, quelle que soit leur religion, certaines veulent nécessairement intervenir sur l'éducation de l'enfant, dans quel couple ils doivent éduquer leur enfant et chacun vient défendre sa culture, chacun vient défendre sa religion et cela peut alourdir le débat, cela peut causer plus de problèmes au sein de l'entente familiale. Et quand le bébé grandit, il faudra bien entendu lui expliquer les choix religieux dès lors qu'il sera en âge de parler. Mais c'est une situation qui peut présenter non seulement un certain avantage pour les parents, mais également pour les enfants. Bien sûr, l'un des parents, je dis les deux parents, l'homme et la femme, l'homme va, disons, à la découverte de la culture de la femme et vice-versa, l'un va, l'un vit les réalités socio-culturelles de l'autre. Et sur les enfants, plus important, c'est les avantages de cette pratique sur la progéniture, puisque l'enfant qui est né d'un mariage, je prends l'exemple d'un enfant qui est né d'une mère catholique et d'un père musulman, il est beaucoup plus ouvert, c'est un enfant qui est tolérant et il accepte la religion et le choix des autres. Merci donc à vous, Rebecca. Nous espérons vous revoir bientôt. C'est moi qui vous remercie. Rendez-vous à présent sur l'UAC avec Confiance Lointain. Bonsoir, Confiance. Bonsoir, Esther. Laissez-moi vous dire que vous êtes bien habillée. Merci. Alors, nombre d'organisations se sont multipliées sur l'UAC dans le but de défendre la cause des étudiants. Mais nous constatons donc malheureusement que ces organisations boycottent leurs objectifs réels. Confiance. Rappelez-nous les organisations estudiantines à caractère syndical de l'Université d'Abomey-Calavi et leur rôle. Merci, Esther. Depuis plusieurs décennies, l'Université d'Abomey-Calavi connaît 3 organisations estudiantines à caractère syndical qui émergent dans le dessein louable de la défense des intérêts des étudiants. Ces organisations sont la FNEB, entendez, la Fédération nationale des étudiants du Bénin, l'UNEB, l'Union nationale des étudiants du Bénin, et l'UNSEB, qui est l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Ces organisations ont pour objectif à leur naissance la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. Mais depuis quelques années, elles semblent perdre de vue l'objectif même de leur existence. Il faut dire que tout a commencé par l'entrée en scène du gouvernement de la rupture qui a instauré une réforme ambitieuse visant à assainir le mouvement étudiant. Ainsi, il a été instauré un système électoral concurrentiel entre les organisations estudiantines afin d'élire la plus représentative qui représentera les étudiants sur une période de 3 ans. Une initiative en apparence salutaire mais qui a malheureusement semé les graines de la discorde. La première élection des organisations estudiantines qui a eu lieu en 2018 s'est soldée par la victoire de l'UNSEB, élue organisation estudiantine la plus représentative, derrière elle la FNEB et l'UNEB. 3 ans après, soit en 2021, l'élection s'est soldée par la victoire de la FNEB qui a arraché le titre d'organisation estudiantine la plus représentative à l'UNSEB à l'issue d'un scrutin âprement discuté. Ces compétitions électorales, loin de contribuer à l'amélioration des conditions des étudiants, ont déclenché une série de discordes et de conflits entre les organisations estudiantines. Désormais, elles se battent pour arracher le titre d'organisation la plus représentative. Dans ce contexte, les leaders syndicaux semblent avoir perdu de vue l'essence même de leur mission, défendre les intérêts et les droits des étudiants. Les batailles de leadership, les joutes verbales et même physiques
ont pris le pas sur les préoccupations quotidiennes des étudiants. Nous en voulons pour preuve les différentes préoccupations des étudiants restées jusque-là sans solution. Les résidences universitaires, souvent dans un état déplorable, témoignent de cette négligence avec des bâtiments privés d'eau et d'électricité. Pire encore, les administrations continuent toujours de faire preuve d'une indifférence choquante envers la dignité des étudiants, tolérant des erreurs flagrantes dans la gestion des notes, tandis que les organisations estudiantines s'engagent dans une lutte fratricide. Les étudiants principaux concernés subissent les conséquences de cette impasse. Il est impératif que ces organisations estudiantines, à savoir la FNEB, l'UNSEB et l'UNEB, réévaluent leurs priorités. Les querelles de pouvoir ne peuvent être une fin en soi. Les responsables syndicaux doivent transcender leurs intérêts individuels et œuvrer pour l'intérêt supérieur des étudiants. La victoire électorale ne devrait pas être aussi une fin en soi, mais plutôt un moyen de garantir des conditions d'études dignes et propices à l'épanouissement académique de tous. Il est grand temps que le mouvement étudiant renoue avec sa vocation première, mettant de côté les querelles stériles pour consacrer à l'amélioration concrète du quotidien des étudiants. J'insiste parce que les prochaines élections des organisations estudiantines les plus représentatives sont prévues pour avoir lieu le mois de juin prochain. Merci à vous, Confiance, pour votre présentation. Nous nous rendons sur les aires de jeu pour clôturer ce magazine. Parlons sport avec Bienvenue Mkwaku. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Esther, bonsoir à tous. Quel est le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations? Vous êtes à l'honneur. Eh bien, et à l'issue de la 34e édition de la CAN 2023, 24 équipes africaines ont répondu présentes en Côte d'Ivoire. Cette CAN est remplie de plein de suspense avec des surprises qui ont relevé le niveau du football africain. 119 buts marqués en 52 matchs, l'édition détient le record de buts marqués en une compétition officielle de la CAN. Notons aussi que malgré l'élimination de la Guinée équatoriale, Emiliano Nsue Lopez, un joueur de Intercity qui évolue d'ailleurs en National 3, âgé de 34 ans, détient le record de buts devant Sadio Mané, Mahrez, Victor Osimhen et Mohamed Salah, avec 5 réalisations bien sûr. Il est aussi à noter que, en parlant de cette CAN, on doit noter les déceptions de cette CAN, notamment avec le Sénégal, qui d'ailleurs une équipe sur qui tout le monde comptait et qui n'ont pas finalement su affirmer, bien confirmer leur place de suprématie. Notons aussi que nous pouvons aussi citer la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, on n'en citer que ceux-là. Et en passe là, nous pouvons parler de la Côte d'Ivoire, qui nous tirons d'abord un coup de chapeau à cause de leur sacre qu'ils ont fait très récemment. Aussi, en parlant des outsiders, nous pouvons citer le Mali, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la RDC, l'Afrique du Sud, qui ont d'abord présenté de belles prestations. Et pour parler des délaissés, nous pouvons parler du Cap-Vert, une équipe sur qui personne ne comptait d'ailleurs, qui ont allé loin, qui ont d'abord présenté du beau football, du bon jeu, et qui ont montré que le football, c'est de la détermination, c'est d'abord un esprit que l'on cultive en soi. C'est ainsi que nous pouvons citer en quelques lignes, ou bien parler en quelques lignes, des prouesses de cette CAN. Félicitations donc aux éléphants pour cette merveilleuse victoire, qui sont d'ailleurs rémunérés par Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Le coup de maton fait fort. Effectivement, parce qu'ils ont su gérer et ils ont su relever leur niveau. Nous vous remercions, bienvenue pour cette présentation. Nous voilà donc à l'épilogue de cette émission ENSTIC Show. Nous vous remercions de votre attention, fidèles téléspectateurs. Nous osons espérer que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Sinon, nous nous passerons pour notre prochain numéro. À bientôt.